Le dogme central est le pilier de la biomédecine aujourd'hui. C'est un concept inventé par Francis Crick, qui avec James Watson fut à l'origine de la découverte de la double hélice de la chaîne d'ADN. Ce que dit simplement le dogme central, c'est que, comme vous le savez peut-être, le flux de l'information en biologie va de l'ADN à l'ARN, et jusqu'à la protéine. Et c'est quelque chose qui est établi dans tous les textes traitant de la biologie, même de nos jours. Ce que dit donc le dogme central est que l'information part de l'ADN. Et puisque notre corps est fait de protéines qui elles-mêmes sont codées par l'ADN, nous sommes obligés d'admettre, comme le veut le dogme central, que notre sort dans la vie est déterminé par les gènes que nous recevons dès notre conception. Vu sous cet angle, nous ne pouvons qu'être victimes de notre hérédité puisque nous ne choisissons pas nos gènes et nous ne pouvons pas les changer. Et puis ce sont les gènes qui contrôlent notre vie, nous sommes toujours victimes d'un gène particulier. Voilà donc le message que la science conventionnelle a véhiculé jusqu'ici. Le problème est que ce concept est totalement faux. Après avoir quitté le domaine de la médecine, j'ai repensé un jour au mot dogme. J'étais choqué lorsque j'ai vu la définition que donnait le dictionnaire du mot dogme. Une vérité basée sur des convictions religieuses et non sur des faits scientifiques. En défiant le dogme, j'étais devenu donc officiellement un hérétique aux yeux de ce qu'on appelle la science, qui est en fait, par définition, une religion. En physique mécanique ou physique newtonienne ou mécanique newtonienne, les notions de mécanique et physique sont synonymes. La physique, c'est donc les mécanismes à l'œuvre dans le fonctionnement de l'univers. La physique quantique n'était pas quelque chose qui m'intéressait, qui intéressait mes collègues à l'école de médecine, car nous avions tous été élevés dans la physique newtonienne. La différence entre ces deux physiques est très profonde. La physique newtonienne dit que l'univers dans lequel nous vivons est une machine faite de différentes pièces mécaniques. Et si vous voulez savoir comment ça fonctionne, il suffit de prendre une pièce, de l'étudier, de changer le fonctionnement de cette pièce. C'est ça la base de la médecine. Nous examinons le corps humain que nous considérons comme une machine faite de différentes pièces, et quand une pièce ne marche pas, on change la pièce en achetant des produits chimiques ou des médicaments. C'est ainsi que la médecine conventionnelle fonctionne. Lorsque j'ai commencé à étudier la physique quantique, j'ai découvert à ma grande surprise que le fondement de l'univers n'est pas l'univers physique et mécanique, mais une énergie invisible appelée le champ. Imaginez que je vous montre un aimant. Bien que vous puissiez voir l'aimant, vous ne pourrez pas voir le champ magnétique autour de l'aimant. Il en est de même pour l'énergie invisible. Nous pouvons donc dire que nous sommes des corps physiques, mais nous baignons dans des champs électromagnétiques, exactement comme le champ magnétique autour du téléphone, du portable, de la télévision ou de la radio par exemple. La différence entre la physique quantique et la physique newtonienne est que la physique quantique se concentre sur les particules. La physique quantique dit « Vous voulez savoir pourquoi les particules prennent telle ou telle forme ? Alors il faut comprendre comment marche le champ, car c'est le champ qui contrôle la biologie, ce sont les forces invisibles. » Il y a une grande citation de Albert Einstein qui dit que le champ est l'âme qui gouverne l'action des particules. En d'autres mots, dans notre univers, les forces invisibles, les champs et les particules ont leur importance. C'est le champ qui donne forme à la matière. Cela a son importance lorsqu'on pense par exemple aux particules physiques qui composent notre corps. Pourquoi ces particules peuvent-elles être soit en bonne santé, soit en mauvaise santé? La réponse est que pour pouvoir comprendre l'état de ces particules, ce n'est pas le corps qu'il faut comprendre, mais les forces invisibles dans le champ. Vous vous souvenez évidemment des expérimentations que nous faisions avec la limaille de fer quand on était jeune. On mettait de la limaille autour de l'aimant et on voyait soudainement des schémas se former autour du champ magnétique. En physique quantique, on regarderait le schéma formé par la limaille et on se poserait la question de savoir comment cette limaille a pu prendre cette forme s'il n'y a pas de champ. En d'autres mots, peut-on dire pourquoi la limaille a pris telle ou telle forme si on nie l'existence d'un champ magnétique? La réponse est évidemment non. On peut apparenter le corps et les cellules qui le composent à de la limaille. La médecine essaie de comprendre la nature du corps en s'intéressant à la limaille, tandis que pour la physique quantique, il est impossible de comprendre ce qui se passe dans le corps si l'on ne comprend pas comment fonctionne le champ invisible. Max Planck, un des fondateurs de la physique quantique, a parlé de ce champ invisible et l'a appelé la matrice. C'est également le terme qui a été utilisé dans le film. Que sait-on vraiment de la réalité? Certains appellent ce champ la matrice divine, comme c'est le cas de mon ami Greg Braden, qui a écrit un livre sur le sujet.
En tout cas, qu'on utilise un contexte physique pour parler de ces forces invisibles en termes de champ, ou qu'on utilise un contexte spirituel et on en parle en termes d'esprit, que ce soit l'un ou l'autre, pour la science moderne, il s'agit là de la même chose. Donc la science est en train d'introduire le concept spirituel des forces invisibles dans le monde physique, concept que la physique newtonienne avait laissé de côté. Le problème est que la médecine allopathique est prisonnière de la physique newtonienne. Elle ne prend même pas en considération notre mental lorsqu'elle parle de la guérison. Les étudiants en médecine consacrent à peine 15 minutes dans toute leur carrière universitaire à étudier l'effet placebo. L'effet placebo étant tout simplement la capacité du mental à changer l'état de notre santé. En d'autres termes, si vous pensez que tel ou tel médicament est un médicament miracle et que vous y croyez, il vous guérira quand bien même il ne s'agirait que d'une pilule quelconque. Il est maintenant prouvé qu'un tiers des guérisons médicales sont dues à l'effet placebo. Cependant, si le placebo a des effets bénéfiques sur le corps, ce dont on ne parle pas dans les livres ou les mass médias, c'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. L'effet nocebo est similaire à l'effet placebo, sauf que les pensées sont cette fois-ci de nature négative. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les pensées, qu'elles soient positives ou négatives, ont beaucoup de pouvoir. Si les pensées positives ont le pouvoir de guérir, ce qu'on ne dit pas, c'est que les pensées négatives ont autant de pouvoir, mais dans le sens inverse. Les pensées négatives peuvent vous rendre malade, voire vous tuer, car leurs effets sont tout aussi puissants. Elles font appel au même mécanisme qui est en œuvre dans les pensées positives. Les psychologues nous disent que plus de 70% de nos pensées sont négatives et répétitives. Tous les jours, 70% de nos pensées sont des pensées de nature à nous priver de notre santé et à amoindrir la qualité de notre vie à notre insu, car nous avons tendance à les considérer comme de simples pensées. Scientifiquement parlant, pourtant, ces pensées ont l'effet d'un placebo, mais dans le sens inverse. La médecine n'est pas un domaine où règne la liberté de recherche et d'enquête comme on peut le penser. La médecine est contrôlée par l'argent, et c'est malheureusement là que l'industrie pharmaceutique pèse de tout son poids et nous empêche de recourir à une guérison qui ne soit pas à base de médicaments et de produits chimiques. La raison en est simple, les compagnies pharmaceutiques gagnent de l'argent en vendant des produits chimiques et le fait de dire qu'on peut guérir grâce au mental n'est pas dans leur intérêt. Il n'est pas dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique de soutenir la guérison par la libre circulation de l'énergie, par exemple. C'est pour cela que ce sujet n'est jamais abordé en dehors des 15 minutes consacrées aux effets placebo. Et pourtant, cette nouvelle manière de voir la guérison est des plus importantes. À vrai dire, cette nouvelle manière de considérer la guérison n'est pas si nouvelle étant donné qu'elle remonte à plus de 100 ans. Elle est nouvelle parce que nous commençons à nous y intéresser même si les compagnies pharmaceutiques ne veulent pas qu'on s'y intéresse. Le problème avec le pouvoir de la pensée positive est que les gens pensent qu'il suffit d'avoir des pensées positives pour que tout aille bien dans leur vie. C'est d'ailleurs pour cette raison même que le concept de la pensée positive ne jouit pas d'une bonne réputation auprès du public. En effet, entretenir des pensées positives ne suffit pas pour qu'elles se manifestent dans la réalité. Il y a une pièce manquante dans ce raisonnement et sans laquelle la pensée positive reste inopérante. Nous avons un conscient et un subconscient. Dans la vie de tous les jours, entre 95 et 99% de notre biologie est régulée par notre subconscient. Donc, pendant que nous entretenons de merveilleuses pensées dans notre tête, nous oublions que c'est notre subconscient qui mène la danse. La manière dont nous sommes programmés est une source de problèmes auxquels la plupart des gens doivent faire face. Ces programmes peuvent limiter nos capacités, nous priver de notre pouvoir, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Positive thinking is a creative thought that comes from the conscious mind. Okay, so I sit here and I'm going to have all these wonderful thoughts. I'm going to close my eyes and visualize all these wonderful things. Now stop and go back. La pensée positive est une pensée créatrice qui vient de votre conscient. Vous pouvez entretenir des idées merveilleuses, fermer les yeux et visualiser de belles choses. Mais pensez un instant au mécanisme en jeu. Vous faites appel à un processeur minuscule qu'on appelle le conscient. Et vous le mettez en concurrence avec des programmes venant de votre subconscient.
Vous dites par exemple que vous êtes en bonne santé, que vous avez une bonne relation intime. Mais en même temps, vous avez en vous des programmes qui vous disent votre santé n'est pas aussi bonne que vous le pensez, ou vous n'êtes pas assez bon pour créer une bonne relation intime. Que se passe-t-il dans ce cas? Vous mettez en balance vos pensées positives et vos programmes, et pendant que vous essayez d'entretenir des pensées positives dans votre tête, 95% du reste de vos activités sont contrôlées par le subconscient, par un autre système de croyances. Faites le calcul et dites-moi si les pensées positives peuvent être si puissantes. En fait, à moins que le subconscient ne soit programmé de la même manière que le conscient, le pouvoir de la pensée positive ne peut pas être effectif, car vous êtes en compétition avec un processeur bien plus puissant. Nous ne voyons pas le subconscient lorsqu'il rentre en action. Le subconscient a en lui des programmes que nous avons acquis auprès d'autres personnes au fur et à mesure de notre développement. Ce qui est important de savoir ici, c'est que lorsque nous fonctionnons à partir de notre subconscient, nous faisons appel à notre insu à des programmes qui ne sont aucunement bénéfiques ni pour ce que nous sommes, ni pour ce que nous cherchons à réaliser dans la vie. Le problème est que nos conditions de vie actuelles sont le résultat direct de nos programmes inconscients. Lorsque vous prenez conscience de ce mécanisme et que vous faites le travail nécessaire, vous avez la possibilité de changer le programme de votre inconscient et donc de votre vie. Quand vous arrêtez un feu rouge, par exemple, commencez à faire attention aux pensées qui se présentent à votre esprit et analysez-les un instant. Vous verrez que vous avez des pensées telles que « ça n'arrivera pas » ou « avec la chance que j'ai, ça m'étonnerait que je réussisse » ou alors « elle ne sera pas intéressée par moi ». Commencez à prendre conscience du fait que ces pensées qui influent sur votre biologie sont des pensées en libre circulation et qu'elles s'écoulent de votre inconscient comme l'eau s'écoule d'un robinet. Prenez également conscience que ces pensées forment vos véritables croyances. Et la première des choses à faire si vous voulez regagner le contrôle de votre vie, c'est d'écouter ces pensées-là. Vous vous rendez compte alors pourquoi, étant donné vos pensées, votre vie n'est pas aussi belle que vous le vouliez. C'est dans votre subconscient qui est au volant de votre vie jusqu'à ce que vous assumiez la responsabilité de prendre le siège du conducteur, de vous mettre au volant de votre véhicule et de le conduire vous-même. Dès que vous commencez à faire ça, vous acquérez le pouvoir. Les champs d'énergie sont aussi faits de nos pensées. Peut-on accéder à ces champs d'énergie, vous me dites? En réalité, si vous réussissez à accéder à vos pensées, vous avez déjà accès à ces champs d'énergie, car vos pensées ne sont pas quelque chose de matériel, de mécanique. Les pensées sont des champs d'énergie. Lorsque vous prenez conscience que vos pensées sont importantes et que vous commenciez à les écouter, vous pouvez dès lors vous dire « Attends, moi je ne veux pas de cette pensée-là, j'en veux une différente ». Et c'est alors votre conscient qui intervient pour prendre le volant au lieu de laisser le subconscient le faire à votre place.